bienvenue à ce webinaire consacré au public senior de plus de 50 ans, qui est organisé dans le cadre de Parcours Pro, qui est le programme régional de professionnalisation mis en œuvre par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous allons voir ce matin comment les publics de plus de 50 ans, qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi, envisagent leur mobilité professionnelle. Et sur quelles pistes, nous, les professionnels de l'orientation, du conseil, de l'accompagnement, de l'insertion, nous pouvons nous appuyer pour accompagner leurs projets. Alors pour ça, donc, on a la chance d'avoir 5 intervenants ce matin. Donc, je vous présenterai au moment de vos interventions. Ces interventions donc, sont organisées en 2 parties. Je vais mettre... peut-être grossir. Voilà. Donc, 2 grandes parties pour ce webinaire. Donc, tout d'abord, les seniors et la mobilité professionnelle. Donc, dans un premier temps, nous regarderons avec Brigitte Ortolo de France Travail qui sont les seniors dont on parle aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons de fin de carrière des salariés seniors avec Gérald Maury de Avenir Actif. Et enfin, pour cette première partie, nous aurons le témoignage d'une salariée qui s'est reconvertie à plus de 50 ans. En deuxième partie, donc, nous allons parler des moyens pour accompagner les projets de mobilité professionnelle des seniors. Et nous commencerons avec un point sur les dispositifs mobilisables avec à nouveau les interventions de Gérald Maury et de Brigitte Ortolo. Ensuite, nous continuerons par un retour sur une expérience de mise en place d'une prestation spécifique avec France Travail et Infa Formation. Et nous finirons cette deuxième partie avec une présentation de nouveaux dispositifs, donc avec Philippe Bernot de Transition Pro. Alors moi, donc, je m'appelle Anne Gaudin, je suis chargée de mission à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et mon rôle ce matin, ce sera d'essayer de gérer le temps. Et puis, je vais me charger de recueillir vos questions dans le chat parce qu'en effet, nous avons prévu un temps de questions-réponses avec nos intervenants après chacune de leurs présentations. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions par le biais du chat, on fera notre maximum pour y répondre. Je vous précise également que le support qui va être présenté donc, vous sera envoyé par mail à la suite du webinaire et qu'il y aura un replay. Donc, ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine d'ici quelques jours. Voilà. Bon, je vois que les participants continuent d'arriver. Je vais laisser la parole à notre première intervenante, Brigitte Ortolo. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Moi, je vais effectivement, on va dire, introduire ce séminaire et je vais en fait démarrer par une digression. Puisque vous êtes sur un webinaire pour les seniors de plus de 50 ans. Et en fait, quand on parle de seniors, puisqu'on parle de seniors, on se rend compte que la notion de senior, elle est finalement assez large et elle peut varier selon la source. Donc nous, on parle aujourd'hui des plus de 50 ans. Cependant, il faut peut-être avoir aussi en tête que être senior aujourd'hui, ça peut aller de 45 ans à 70 ans en fonction de qui parle ou de la source. Donc on parle de 40-45 ans pour des seniors, on va dire, en entreprise, qui démarrent leur deuxième partie de carrière. On est là sur des personnes confirmées. On peut parler en fonction de certaines mesures pour l'emploi, pour favoriser l'emploi des seniors de 45 ans, par exemple, pour les aides à l'embauche en contrat de professionnalisation, ou encore 55 ans quand il s'agit de CDD seniors. On peut parler de 50 ans, donc comme aujourd'hui, les chiffres du chômage de France Travail, ce sont pour les personnes de plus de 50 ans, pareil pour l'INSEE. Et si on prend des sources d'ARES, nous avons des personnes entre 55 et 64 ans. Et à l'autre bout du spectre, si on parle des médecins et des professionnels de la santé, nous devenons seniors à partir de 70 ans. Voilà, donc cette fourchette, finalement, elle est assez large, même si aujourd'hui, on va se concentrer peut-être un peu plus sur les plus de 50 ans.
En tout état de cause, ce qu'on peut dire, c'est que cette population de seniors, elle est croissante et qu'en 2050, c'est un quart de la population qui sera senior et comme vous le savez, qui sera amenée à travailler de plus en plus longtemps. Si on continue toujours dans ce fil, les seniors aujourd'hui par rapport à l'emploi, on retrouve sans doute une situation un peu paradoxale, puisqu'en France, les seniors, et là je parle de sources d'ARES, donc des 55-64 ans, ont un taux d'embauche de 54%, quand chez les autres pays européens, on est plutôt à 60% en moyenne de taux d'embauche pour des seniors. À l'heure actuelle, inscrit à France Travail et sans aucune activité, c'est plus de 810 000 personnes qui sont inscrites. Donc finalement, on a une situation effectivement assez paradoxale, avec des tensions de recrutement qui sont importantes et qui deviennent même de plus en plus importantes, puisque comme vous le savez, ces derniers temps, il y avait malgré tout une reprise d'emploi, une reprise des recrutements. Et finalement, quand on regarde les enquêtes entreprises, les enquêtes BMO, c'est aujourd'hui plus de 70% des entreprises qui déclarent être en difficulté de recrutement. Et pour autant, nous avons en face des seniors, entre autres, mais pas que, mais ces seniors ne bénéficient pas de ces tensions de recrutement et les entreprises, finalement, n'envisagent pas ou peu les seniors pour répondre à une partie de ces tensions de recrutement. Donc, une situation peut-être un petit peu paradoxale. Je vais vous donner quelques éléments sur la demande d'emploi des seniors en Nouvelle-Aquitaine. À fin juin, ce sont des chiffres qui ont été publiés début septembre. On aura d'ici ce mois-ci ou les mois à venir les chiffres sur l'année globale 2023. Là, on est sur les chiffres à fin juin. Bon, même si ça a peu évolué depuis cette période, j'avais regardé. La Nouvelle-Aquitaine est la troisième région avec la plus forte inscription de seniors. C'est la troisième région après la Corse et après Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA. Donc Corse, PACA, Nouvelle-Aquitaine, même si ça se tient dans un mouchoir de poche, on est entre 29 grosso modo et 31%. Donc 29% de la demande d'emploi senior et senior en Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente grosso modo 127 000 demandeurs d'emploi inscrits. On voit un Corse, PACA, Nouvelle-Aquitaine, on peut émettre des hypothèses, entre autres, sur des retours ou des venues prématurées par rapport à des fins de carrière où il y a eu une rupture et finalement on est venu dans les régions où on envisageait peut-être de venir un peu plus tard ou de venir au moment de la retraite. C'est une des hypothèses, il y en a plusieurs, mais enfin voilà, quand on voit les 3 premières régions impactées par l'emploi senior, ça peut être effectivement une hypothèse. Si on regarde la demande d'emploi senior et que la compare par rapport aux moins de 50 ans, on retrouve 4 caractéristiques majeures. Ce sont plutôt des femmes, ce sont plutôt des personnes et des femmes qui sont moins formées, peu formées, avec des niveaux inférieurs au bac. Ce sont des personnes qui sont en situation de handicap, 17% sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi quand c'est 7% pour les moins de 50 ans. Et plus de 40% sont des demandeurs d'emploi longue durée, plus de 2 ans de chômage. Si on regarde ces chiffres, donc 56% de femmes, 56% de personnes avec des bas niveaux de qualification, handicap, etc., et qu'on les met en rapport avec les emplois les plus demandés par rapport à cette population senior, on va retrouver les services à la personne, on va retrouver l'aide à la personne, on va retrouver le nettoyage industriel, le bâtiment, des métiers finalement où le corps est très sollicité, où on peut retrouver des personnes usées, où on peut retrouver des personnes où finalement, quand on arrive à certains âges, c'est peut-être un peu plus difficile de continuer à exercer dans son métier. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir
également sur les seniors en emploi ou sur ces emplois où il va être plus compliqué d'être senior avant d'arriver des fois à cette rupture totale qui passe par l'inaptitude. Voilà sur les caractéristiques de la demande d'emploi en Nouvelle-Aquitaine et viennent s'ajouter à ces caractéristiques les freins périphériques qui sont déclarés par les personnes de plus de 50 ans inscrites. 41% déclarent au moins un frein périphérique, sachant qu'on peut en cumuler plusieurs, quand dans le même temps, donc c'est 30% environ pour les moins de 50 ans. Les freins périphériques, c'est en premier les freins liés à l'exclusion numérique, les freins liés à la santé et les freins liés à la mobilité géographique. Ce sont les 3 premiers freins qu'on retrouve et qu'on pourra mettre en perspective plus tard dans la seconde partie du webinaire sur certains dispositifs, certaines actions qui sont mises en place justement pour travailler autour de ces freins périphériques et surtout bien sûr les lever. Et pour terminer sur les chiffres, concernant les reprises d'emploi, donc entre 2022 et 2023, je sors mes lunettes, c'est même avril 2022 et mars 2023, c'est quasiment 79 000 reprises d'emploi pour des personnes de plus de 50 ans, ce qui représente une baisse en un an de 4% des recrutements, quand dans le même temps, on est à une baisse de 9% pour l'ensemble de la population. Sachant malgré tout voilà, cette représentation des seniors par rapport à la demande d'emploi fin de mois. Voilà les quelques caractéristiques sur les seniors, sur les seniors et la demande d'emploi senior au niveau de France Travail. Ok, merci pour votre présentation, Brigitte. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Juste, Brigitte, il ne me semble pas que vous soyez présentée. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Ah, excusez-moi. Donc, Brigitte Ortolo, France Travail. Je travaille à la direction régionale de Pôle emploi, donc Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Je suis à la direction des opérations au service formation, orientation, prestations, et plus particulièrement sur notre offre de services prestations. Donc, toute la mise en place, l'appropriation, le contact avec les prestataires, la gouvernance, etc. Et l'orientation sur le conseil en évolution professionnelle. Et je participe au groupe de travail qu'il peut y avoir en Nouvelle-Aquitaine entre les 5 opérateurs du CEP. Voilà. Très bien. Merci pour ces précisions. Du coup, ça a permis à une personne de poser une question sur le CDD senior. Est-ce qu'on peut en savoir plus et est-ce qu'il est souvent proposé en réalité? Souvent proposé, ça je pourrais pas dire. Le CDD senior, c'est en fait un contrat qui peut être proposé en CDD justement parce que la personne est senior. Donc en l'occurrence, plus de 57 ans et inscrit depuis plus de 3 mois à France Travail. Vous savez qu'un CDD, on ne peut pas proposer comme ça un CDD, il faut qu'il réponde à des caractéristiques spécifiques, accroissement temporaire d'activité, remplacement, etc. Embaucher un senior de plus de 57 ans et inscrit depuis plus de 3 mois à France Travail est un critère qui se suffit en lui-même. C'est un contrat qui peut aller jusqu'à 18 mois et renouvelable dans la limite de 36 mois maximum. Très bien. Voilà, c'est un critère, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le contrat ou l'accroissement d'activité ou autre, on est vraiment, j'ai un senior, c'est un critère qui se suffit en lui-même pour faire un contrat en CDD. Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, une autre personne demande quel avantage pour l'employeur? Eh bien, de pouvoir faire un CDD. sinon, il ne pourrait pas.
il ne pourrait pas avoir recours au CDD. Ce n'est pas un contrat qui va permettre une exonération de charges ou autre. C'est vraiment j'ai recours au contrat à durée déterminée sans avoir à justifier d'autres possibilités. Et pareil pour la personne qui est recrutée, qui souhaite éventuellement terminer ou une fin de carrière ou autre, 36 mois, hein, on est jusqu'à 3 ans, cette possibilité d'accéder au CDD. Mais ce n'est pas une mesure, voilà, où il va y avoir une exonération de charges ou une prime ou autre, c'est la possibilité de ce recours au CDD. Très bien, merci. Alors peut-être une dernière question qui vient d'arriver. On nous dit, un travail d'information est-il effectué auprès des entreprises pour la proposition de ce contrat? Là, c'est tout le rôle de nos équipes. Vous savez que à France Travail, nous avons des conseillers par dominante, en fait. Hein. Nous avons des conseillers demandeurs d'emploi, donc qui s'occupent demandeurs d'emploi, voilà. Et puis, en fonction de la situation, les conseillers ont plutôt des portefeuilles avec des demandeurs d'emploi réputés être autonomes ou au contraire qui ont besoin d'un accompagnement poussé, voire très poussé ou sur des caractéristiques spécifiques, comme l'accompagnement global ou les jeunes. Et nous avons des conseillers à dominante gestion de droit, c'est toutes les personnes qui traitent de l'indemnisation, et nous avons les conseillers à dominante entreprise. Le rôle des conseillers à dominante entreprise, c'est d'aller à la rencontre des entreprises et de recueillir les besoins et de promouvoir les différentes mesures pour l'emploi. Donc, c'est là où on est dans une démarche proactive, mais c'est aussi répondre aux entreprises qui appelleraient et qui souhaiteraient avoir des renseignements sur les mesures. Donc, bien sûr, ça fait partie de notre rôle et je dirais même de notre rôle sur lequel on est de plus en plus attendu avec ces tensions de recrutement qui augmentent. C'est vraiment quel travail d'intermédiation, quel travail avec les entreprises, enfin voilà, et la promotion, bien sûr, fait partie intégrante des missions de France Travail. Ouais. En lien, on travaille avec les démarches de branche, on travaille avec les syndicats professionnels, on travaille, enfin, c'est tout un lien, tout qui s'inscrit en fait, hein, tout un tissu économique de promotion. Par ailleurs, si vous allez sur le site qui s'appelle encore Pôle Emploi, mais qui va bientôt changer de nom, vous avez en accès direct absolument toutes les mesures pour l'emploi qui existent. Vous pouvez les retrouver. Très bien, merci. Alors une dernière question avant de passer à la partie suivante. Combien y a-t-il de CDD seniors signés en 2023 en Nouvelle-Aquitaine? J'ai pas du tout sorti les chiffres. J'ai pas sorti les chiffres, mais je pourrais les retrouver, vous les transmettre, Anne, si vous le souhaitez. Mais j'ai pas du tout de chiffres sur les contrats. En plus, je vous dis, je vous sortirai les chiffres. Je sais même pas. Oui, enfin, je verrai, mais j'ai pas sorti ce type de chiffres. En plus, je me suis plutôt concentrée là sur les prestations, enfin notre offre de services, prestations, les formations, etc. Mais non, je ne peux pas vous dire là à ce stade le nombre de CDD seniors. Mais même en réfléchissant, je ne sais pas, je verrai si je peux retrouver les chiffres ou pas. D'accord. Très bien. Alors, si vous en êtes d'accord, on va pouvoir passer à l'intervention suivante. Et là, on va parler des salariés seniors, donc avec Gérald Maury. Bonjour à tous, je m'appelle Gérald Maury, je suis directeur du CIBC 33 et je vais parler sous l'angle d'un réseau qui s'appelle le réseau Avenir Actif, qui est l'opérateur régional du conseil en évolution professionnelle pour les salariés de droit privé non cadre et les indépendants. Quand on a préparé ce webinaire sur le public senior, on a forcément évoqué des éléments contextuels. Brigitte évoquait des éléments de contexte liés aux tensions de recrutement. Forcément, il y a un élément de contexte autour de l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite qui se pose.
donc des enjeux à la fois politiques, institutionnels, des enjeux économiques. Et du coup, on s'est questionné aussi, et c'est ma première prise de parole, sur la manière dont les publics seniors voient sa propre évolution professionnelle, parce que l'allongement et la mise en œuvre de la réforme du système de retraite forcément interroge les conditions qui peuvent permettre de poursuivre une activité professionnelle jusqu'à 64 ans. Il y a actuellement un certain nombre de débats avec les partenaires sociaux sur la question de la seniorité, la question de la pénibilité, la question des parcours d'évolution et des parcours de reconversion des publics, et notamment des publics actifs en emploi. Et du coup, on s'est interrogé effectivement sur la manière dont les seniors envisagent leur fin de carrière, parce que le public senior, comme d'autres publics, sont souvent en situation de discrimination. Il y a aussi un certain nombre de stéréotypies qui existent par rapport à ce public, notamment sur une idée reçue, sur une prétendue résistance au changement de ce public-là par rapport à sa propre évolution professionnelle et l'actualisation de ses compétences. Donc on s'est appuyé, là je m'appuie sur une étude du CEREC qui a fait à travers un dispositif d'enquête sur les formations et les itinéraires des salariés, appelé DEFI, qui a recueilli un certain nombre de données pour essayer d'éclairer la manière dont ce public envisage sa fin de carrière. Donc je synthétise rapidement certains éléments à travers donc cette enquête. Vous avez la source qui est écrite, c'est un bref du CEREC qui est sorti en 2023 et qui s'est reposé sur une série d'investigations auprès de 16 000 salariés dans une période allant de 2015 à 2019 sur la manière, encore une fois, dont ce public voit sa propre évolution et envisage l'appropriation de la formation comme moyen d'évolution ou de reconversion professionnelle. Et de cette étude-là, donc sur un profil là sur le coup de plus de 50 ans, il y a 4 groupes de salariés qui peuvent être distingués et qui appréhendent d'une certaine manière, de manière différente, leur avenir professionnel. Le premier groupe, appelé par le CEREC progression en interne, représente 22% des salariés, et ces salariés ont un parcours professionnel qui se caractérise plutôt par une stabilité de l'emploi et une certaine progression professionnelle. Un public senior plutôt satisfait de son activité professionnelle, qui est jugé comme intéressant et bien rémunéré. Et presque tous, dans ce panel-là, estiment avoir des possibilités d'évolution dans les prochaines années. Donc c'est important, c'est 22% du public de plus de 50 ans salariés. Il y a un deuxième groupe qui se distingue comme étant, en tout cas dénommé montée en compétences, qui déclare plus que les autres être confronté à des risques professionnels, des risques de perte d'emploi et des perspectives de progression très limitées. Et ils représentent 30% du panel interrogé, et ce sont les personnes qui sont les plus nombreux à souhaiter à faire évoluer le contenu de leur activité, gagner en responsabilité, mais aussi à évoluer en externe de leur entreprise. Ce qui nous amène déjà à considérer que plus d'un salarié sur 2 seniors souhaite, de manière subie ou de manière choisie, évoluer professionnellement et gagner en compétences. Il y a un autre groupe appelé reconversion qui représente 18% des salariés interrogés, qui représentent le public le moins satisfait de leur situation professionnelle, considérant que leurs conditions de travail sont relativement dégradées, et qui expriment le fait de ne pas avoir forcément beaucoup de possibilités d'évoluer dans leur emploi.
Et donc, ce sont les salariés qui expriment le plus vouloir changer de fonction, changer d'entreprise et qui expriment le souhait de reconversion professionnelle, en tout cas de changement professionnel de manière conséquente. Et enfin, il y a un quatrième groupe qui a été distingué par le CEREC, qui représente 30% des salariés seniors, qui font partie des salariés seniors les plus satisfaits de leur situation professionnelle, bien intégrés depuis très longtemps et qui n'ont pas eu beaucoup de changements durant leur parcours professionnel et qui estiment arriver à une étape de leur carrière qui tend progressivement à aller vers une situation de retraite. Donc, finalement, au regard de ce panel-là, le CEREC balaye tout à fait l'idée reçue sur le fait que il y a de la part de ce public senior une résistance au changement qui entraverait l'évolution de leur propre activité. Donc il y a près de 70% des seniors en France qui ont besoin, qui expriment le souhait ou qui expriment le besoin de pouvoir évoluer professionnellement, soit en interne, soit en externe de leur entreprise pour des raisons diverses, et qui donc représentent un public qui a besoin d'être accompagné très clairement dans leur souhait d'évolution professionnelle. Voilà, c'était un bref éclairage du CEREC qui me paraissait intéressant parce que il amène l'idée quand même que le public senior, comme tous les autres publics finalement, représente une cible importante pour notre écosystème de l'emploi, l'orientation et la formation, pour être accompagnés dans leur positionnement ou repositionnement professionnel. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Il y a peut-être sans doute des questions à ce sujet, sachant que l'étude est publique et on la transmettra bien sûr à travers Anne et Cap Métier à l'ensemble des participants. Très bien, merci. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais on va laisser peut-être 2 minutes pour voir si elles arrivent. Moi, je voudrais quand même revenir sur un fait dont on avait parlé, Gérald, quand on a préparé le webinaire, c'est le fait que cette étude, elle a été quand même réalisée avant un événement important qui a été le Covid et tout ce qui s'en est suivi. Et peut-être que les choses ont changé dans l'appréhension de ces situations par les salariés. Oui, c'est possible. Même si aujourd'hui, les données que nous avons suite à la situation sanitaire qu'on a rencontrée en mars 2020 amènent l'idée que les réflexions sur les positionnements et repositionnements professionnels sont exacerbées quand même de plus en plus. Les problématiques de carrière sont de plus en plus récurrentes et importantes pour le public salarié. Alors sans distinction effectivement senior, non senior, mais les souhaits d'évolution, les souhaits de mobilité professionnelle, que ce soit en interne ou en externe de l'entreprise, sont quand même de plus en plus nombreux. Et on le voit en France, notamment à travers le service du conseil en évolution professionnelle, qui montre très clairement une évolution des besoins d'accompagnement et une préoccupation de plus en plus importante, qu'elle soit choisie ou subie. Mais effectivement, la phase de Covid a exacerbé des questionnements sur la question du sens au travail, sur la question d'un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Toutes les études vont dans ce sens, d'une centralité du travail qui a été modifiée aussi, même si le travail reste important dans la vie de chacun, il est un peu moins important. Malgré tout, il y a de plus en plus de personnes qui expriment un niveau d'insatisfaction par rapport à l'activité professionnelle, les amenant à vouloir évoluer professionnellement. On a mis en place à notre niveau un baromètre de l'évolution professionnelle de tous les ans depuis 4 ans, qui montre une évolution significative de cette tension intime que rencontre le public salarié, où plus de 2 personnes sur 3, plus de 2 salariés sur 3 expriment le souhait de vouloir évoluer professionnellement dans les 2 années à venir, ce qui est extrêmement important.
Donc et dans ce panel-là, le public senior en faisait partie. Mais effectivement, cette étude du CEREC qui tient compte de données longitudinales avant Covid. Donc c'était important de le dire effectivement et de le situer temporellement. Très bien, merci. Alors, on a une question par rapport au groupe 3. On nous demande que signifie contexte peu propice à la formation. Alors, en fait, cette étude, elle a porté sur deux aspects. Un, sur la représentation de la fin de carrière du public senior, et deux, sur la manière dont les seniors pouvaient avoir comme représentation sur la modalité de la formation comme moyen d'évoluer professionnellement. Et donc c'est pas ce que j'évoque là, mais dans ce troisième groupe, en réalité, ce sont des personnes qui considèrent que il n'y a pas suffisamment, malgré des souhaits de formation, de soutien de la part de leur employeur sur la possibilité qu'ils ont de mobiliser le process formatif. D'accord. Donc en fait, un des principaux freins du public senior aujourd'hui réside dans le refus, en tout cas exprimé par le public salarié, dans le refus de financement des employeurs ou autres organismes de prise en charge des frais de formation du public. Même si Philippe, tout à l'heure, de l'association Transition Pro, va évoquer quand même des possibilités effectives. Mais elles ne sont pas, sans doute, comme d'autres dispositifs de droit commun, suffisamment connus, suffisamment mobilisés par le public, d'où la nécessité d'avoir des acteurs comme les opérateurs du Conseil d'évolution professionnelle qui assurent de l'intermédiation et de la sensibilisation du public sur leurs possibilités de mise en œuvre. Très bien, merci. Alors, quelques questions sont arrivées, on va essayer de les grouper. Donc, il y en a deux qui portent sur les personnes privées d'emploi. Qu'en est-il pour ces publics-là par rapport à l'étude, hein? L'étude ne portait bien que sur des salariés, c'est bien ça? Oui, je confirme. Le CEREC ne s'est intéressé que sur les personnes en emploi. D'accord. On a pu en échanger du reste un petit peu pendant la préparation du webinaire avec peut-être ce qu'on disait, des visions différentes entre le senior en emploi et le senior qui se retrouve en situation de chômage sur des âges 58, 59, 61. Enfin, les inquiétudes peuvent être effectivement un petit peu différentes, y compris en termes d'évolution. Ok. On a une question sur les plus de 50 ans dans le CEP. Alors peut-être on y répondra plus tard, Gérald, puisqu'on a une partie de présentation consacrée au CEP. Alors, est-ce que j'ai... Parmi le public reçu par les conseillers du réseau Avenir Actif, quelle est la part du public senior? Ouais, ça c'est... Alors aujourd'hui, Avenir Actif s'appelait différemment là sur les 4 années précédentes, sur lesquelles ce même réseau agissait auprès de publics salariés et indépendants, et chaque année ça représentait à peu près 15 à 17% du public accompagné. Ce qui est assez intéressant parce que très clairement le public senior a mobilisé le service. Maintenant, c'est un peu biaisé dans le sens où ces données, ce sont des données qui sont rattachées à un âge qui commence à 45 ans et non pas au plus de 50. Donc je n'ai pas les données des plus de 50 de manière précise. On est plutôt sur un panel de 45, 60, 65, et sur ce panel-là, c'est entre 15 et 17% du public accompagné. D'accord. Alors une autre question sur cette étude a-t-elle mis en exergue les freins rencontrés par le public senior concernant leur souhait d'évolution professionnelle au sein des entreprises? Est-ce que c'est un angle qui a été étudié? Je n'ai pas compris la question, pardon. Est-ce que cette étude a mis en exergue les freins rencontrés par le public senior dans leur souhait d'évolution professionnelle au sein des entreprises?
Est-ce que la question des freins a été Oui, étudiée? en fait, ce qui a été mis en exergue, c'est le frein, un frein rencontré en termes de soutien de l'employeur en matière de formation, en termes de proposition de formation et en termes de financement de la formation. C'est sous cet angle-là que l'étude a travaillé, pas en termes de freins périphériques ou psychologiques. Là, on n'a pas de données, le CEREC n'a pas interrogé des aspects liés à la mobilité, liés à en fait, ils ont essayé de démonter un cliché de la résistance au changement du public par rapport à leur propre âge et leur propre situation ou conditions. Et donc ça a été balayé parce que, encore une fois, près de 70% du public considèrent qu'ils ont encore la possibilité d'évoluer professionnellement après 50 ans. Et heureusement. Oui, Et heureusement. très bien. Bon, on va prendre une dernière question avant de passer au témoignage. Est-ce que vous voyez des changements depuis la réforme des retraites? Alors, on a... là, je vais faire référence au dernier baromètre que l'on a mis en place en Nouvelle-Aquitaine auprès d'un panel donc de salariés néo-aquitains sur les craintes qu'ils pouvaient avoir quant à leur propre évolution professionnelle, qui ne distingue pas, encore une fois, uniquement le public senior, c'est tout salarié dont le public senior. Les craintes évoquées sont plus de l'ordre de la transition environnementale et écologique sur leur propre situation professionnelle, la question de l'IA, très clairement, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des tâches qui représentent deux objets de crainte sur leur propre situation professionnelle et leur propre presque une crainte de disparition de leur propre fonction. Et le quatrième élément, c'est l'allongement effectivement de la durée légale du travail. Mais c'est exprimé en quatrième point. Depuis la mise en œuvre de la réforme, on observe quelque peu, mais j'ai pas de données stabilisées aujourd'hui, une évolution malgré tout de notre public qui s'interroge effectivement de plus en plus sur sa fin de carrière pour des raisons soit de pénibilité, de santé, mais aussi des questionnements qui sont plus larges autour du sens apporté à la sphère travail quand on avance dans l'âge. Donc ce sont des données que l'on commence à recueillir aujourd'hui, effectivement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, merci en tout cas pour ces précisions. Alors, puisqu'on parlait des seniors, des salariés seniors, on va poursuivre donc sur cette thématique-là avec l'exemple d'une reconversion réussie à 53 ans, donc avec le témoignage de Sylvie Laville. Bonjour. Vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Donc, je suis Philippe Bernot de Transition Pro. Je voulais juste dire que j'avais grand plaisir à avoir trouvé Sylvie Laville qu'on a accompagnée dans le financement de sa reconversion. Puisqu'on ne fait pas que financer chez Transition Pro, on regarde aussi ce que deviennent les gens, comment ça se passe aussi pendant la formation, comment ça se passe après. Et puis parfois, les gens spontanément nous font des retours. Ça a été le cas de Madame Laville, de Sylvie, donc qui nous a remerciés. Moi, ces remerciements, je les garde précieusement à chaque fois parce que je me dis un jour ça peut servir pour les recontacter. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé la trace de Sylvie Laville, voilà, et que je lui ai proposé d'intervenir, de témoigner sur ce webinaire. Et c'est vrai que chaque reconversion c'est un parcours du combattant. Et puis chaque parcours est unique et
Et sans faire de mauvais jeu de mots, et là je vous laisse la main, Sylvie, vous êtes une des perles qu'on a pu accompagner. Voilà, Bon, merci Philippe. Oui, on va tout de suite comprendre pourquoi on parle de perles. Juste pour resituer un peu le contexte, Sylvie, vous allez nous dire quel était votre emploi de départ et comment est né votre projet de vous reconvertir. Bien, je m'appelle Sylvie Laville et pendant 29 ans, j'ai exercé un métier dans la métallurgie. Nous étions sous-traitants de divers groupes et de diverses activités qui passaient du ferroviaire au médical, l'automobile. Enfin voilà, c'était un secteur très large pour qui on travaillait et nous faisions du simple câblage à la carte électronique. Nous avons également participé à la conception des respirateurs pour le Covid. Voilà. Donc, pendant 29 ans, j'ai exercé ce métier et j'ai évolué au sein de cette entreprise. J'ai fait des formations. Je suis devenue contrôleuse qualité également. Et puis, à un moment donné, j'ai senti qu'il n'y avait peut-être pas possibilité d'évolution. Et puis, entre-temps, j'ai découvert que je pouvais réparer des bijoux. Et là, la passion est arrivée et je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, je continue, Anne. Oui, alors voilà, on voit bien dans quel type d'emploi vous étiez. Oui. Et là, voilà, le passage à ce projet-là, vous avez dit que vous aviez trouvé une passion en commençant la réparation un petit peu au niveau personnel, hein, c'est ça. Voilà. Comment s'est fait le passage ensuite à l'idée d'en faire une profession, un emploi? Alors, le passage s'est fait avec diverses raisons, dans le sens, comme j'expliquais, peut-être une non-possibilité d'évolution. Puis il y a eu le Covid. On réfléchit beaucoup sur soi, sur ce que l'on veut vraiment. La passion qui est arrivée, en se disant que je pouvais finalement, c'est pas réservé qu'aux jeunes de se former, ce n'est pas réservé qu'aux jeunes de changer de métier. Donc voilà, je tente l'aventure, je veux vraiment faire cela, ça me plaît, j'ai envie de passer les prochaines années de ma vie à faire quelque chose qui n'est pas embêtant, qui n'est pas ennuyeux et qui me donne envie de me lever le matin. Donc j'ai franchi le pas. Ce n'est pas sans non plus une certaine forme de bataille parce que justement avec l'âge, lorsqu'on fait des démarches, les gens nous regardent, ils se disent mais à cet âge-là, se convertir, et surtout pour ce métier qui est difficile, le joaillier, c'est une année d'apprentissage, c'est même pas une année d'apprentissage, c'est une vie d'apprentissage. Même les vieux joailliers, ils apprennent toujours dans ce métier-là. Donc c'est vraiment le défi et ça c'est voilà. Petit à petit, je me suis battue. J'ai commencé à faire des démarches, à voir si c'était possible. Et petit à petit, j'ai vu que ça pouvait être possible. Ma détermination était toujours là. J'avais toujours envie de me battre pour essayer de changer ma vie et pour essayer de vivre de cette nouvelle passion. Et ça a fonctionné. Grâce à Transition Professionnelle. Je les remercie infiniment parce que même si le dossier est quand même lourd à construire, on nous demande de bien réfléchir parce qu'un financement, ça ne se fait pas comme ça. Il faut vraiment que ça porte ses fruits aussi. Mais grâce à eux, j'ai pu réaliser un rêve tardif, mais un rêve. D'accord. Alors, je voudrais bien qu'on revienne sur, vous avez évoqué des difficultés dans le parcours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel type de difficultés et quelles aides vous avez pu rencontrer sur votre chemin? Parce que je crois qu'il y a quand même eu des aides, au moins des personnes que vous avez rencontrées qui vous ont été d'un grand secours. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, les difficultés, c'est où se diriger.
déjà pour faire un processus de transition de vie professionnelle. Donc j'ai contacté à la Chambre des métiers un conseiller pour qu'il me dirige, pour savoir ce qu'il fallait que je fasse au niveau des organismes que je devais rencontrer. Donc, on m'a parlé de transition professionnelle. Ensuite, il a fallu aussi que je rencontre aussi des personnes, des lycées formateurs. Là, j'ai rencontré une personne du Greta qui m'a bien aiguillée en me disant qu'il y avait telle ou telle chose à faire également. Et puis, il a fallu aussi que je rencontre des professionnels dans la joaillerie pour qu'ils me prennent en stage pour pouvoir faire une formation diplômante. Sans ces professionnels, je ne pouvais pas faire cette formation diplômante. Donc là, c'est vrai que la difficulté, c'était... je me suis toujours déplacée. Je préférais me déplacer, voir les gens, avoir un contact humain pour pouvoir exprimer mon désir de conversion et pour qu'ils puissent me donner la chance de me prendre. Et c'est vrai, souvent, j'ai rencontré le fait que, voilà, vous avez un certain âge, madame. Oui, j'ai un certain âge. Mais cela n'empêche pas d'avoir envie, d'avoir la niaque et de tout donner pour essayer de faire quelque chose. Et finalement, c'est vrai que, premier abord, c'était l'âge. Mais en discutant, en essayant de les convaincre, ils changeaient d'avis. Et de ce fait-là, j'ai réussi, en l'espace de 6 mois, à avoir 2 maîtres de stage. Parce que le premier maître de stage, malheureusement, a vendu son établissement. Donc, il a fallu que je recherche un autre maître de stage. Mais avec cette envie que j'avais, malgré mon âge, ils l'ont ressenti et ils m'ont donné la possibilité de pouvoir faire cette année de formation. D'accord, merci. Et est-ce qu'à un certain moment, vous avez pu sentir que votre âge était un atout, par contre? Est-ce que ça, vous avez pu le valoriser à certains moments? Oui. Ah oui. C'était un atout parce que déjà par rapport au dossier de transition professionnelle, ça m'a permis de bien réfléchir sur exactement ce que je voulais, les conséquences de ce que j'allais engager, le déplacement physique, le changement total de vie. L'âge fait que on jauge mieux, je pense, on jauge mieux les conséquences et on est beaucoup plus mature sur certains points. Voilà. Très bien. Et alors, donc vous avez réussi votre formation, vous avez eu votre CAP. Pour la recherche d'emploi, comment ça s'est passé? Alors, la recherche d'emploi, j'ai quand même prospecté avant de finir ma formation, parce que je voulais pas revenir dans l'entreprise, puisque je n'avais pas fait une transition démissionnaire, mais une transition non démissionnaire. Donc, j'étais toujours en poste dans mon ancienne entreprise, mais je me disais, non, c'est pas possible, je peux pas revenir là où j'étais. Vu tout ce que j'avais traversé, et puis vu que la passion était toujours là, je ne pouvais pas revenir. De ce fait-là, j'ai, au mois de mai, commencé à prospecter. J'ai eu deux ouvertures sur 2 gros ateliers. J'ai envoyé mon book. Par contre, mon book, ça a été quand même persuasif parce que les responsables de ces ateliers ont vu déjà qu'en autodidacte, voilà, j'avais fait des choses. Je me suis battue aussi pour avoir, comment dire, un financement. Donc, pour eux, c'était important de voir que malgré l'âge, ils avaient quelqu'un qui était combatif, quelqu'un qui voulait. Et ensuite, quelqu'un qui était très autodidacte, donc qui avait un profil qui était intéressant. Et ensuite, une chose qui les a quand même séduits, c'est le fait que une stabilité. Je suis restée pendant 29 ans dans une entreprise.
Et ça, finalement, ils recherchent ce genre de personne. Quelqu'un de stable qui, lorsqu'il s'engage, reste là où il est. Avec une maturité, justement la maturité aussi, hein, et le sérieux aussi. J'ai souvent entendu parler que finalement les jeunes, je ne dénigre pas les jeunes parce que malheureusement on aimerait bien avoir leur âge, mais cela n'empêche qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose. C'est pas grave, je ne le fais pas. Notre génération finalement des seniors, on a une vie, un vécu. Et même si on n'a pas envie, on le fait. On a certaines valeurs finalement. Très bien. Merci pour ces éléments de votre parcours, donc réussi, hein, puisque encore une fois, vous avez obtenu le CAP et un emploi à la suite. Pour conclure, comment vous pourriez définir justement les leviers de cette réussite? Je me souviens quand on a préparé votre intervention, vous avez beaucoup parlé de la détermination pour lever les a priori. Est-ce que ça, c'est vraiment au cœur de votre parcours? Oui, je crois. Oui. La détermination, ça a été très important. Pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, sans cette détermination, je pense que je n'aurais pas été aussi loin. C'est vraiment un atout. Et puis, il est vrai que sans celle-ci, non seulement les intervenants, je ne les aurais pas convaincus, mais moi-même, sans détermination, le dossier de transition pro, monsieur Philippe, voilà, je me serais vite arrêtée. Ensuite, c'est vrai que pendant 10 mois, pour la formation, j'avais mon logement en Corrèze, je partais en semaine sur Bordeaux, j'avais des Airbnb, il fallait que je compose avec tout cela, sans cette détermination, cette volonté. Je ne pense pas que j'aurais été jusqu'au bout. C'est déterminant. Cette détermination, enfin, pendant que les gens, je me permets d'intervenir, pendant que les participants posent des questions peut-être, là Sylvie, cette détermination, on l'a senti aussi dans votre dossier et moi ce qui m'a frappé quand je suis retourné voir votre dossier, c'est que vous aviez notamment parlé de votre mobilité géographique. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un a priori qu'on aurait pu avoir si vous ne l'aviez pas mentionné, que justement, plus on avance en âge et probablement on est peut-être moins mobile professionnellement. Donc cet a priori qu'on aurait pu avoir, vous avez su le lever également dans votre projet. Voilà, et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a financé votre projet et cette reconversion réussie. Et bravo encore. Merci beaucoup. Mais j'avais tous les éléments en main pour pouvoir le faire. C'est vrai qu'il faut se mettre à la place de certaines personnes qui ont une vie de couple. Il y a les enfants. C'est vrai que c'est toujours un déchirement de se séparer de sa famille, de partir. Et puis après, c'est aussi dans la nature de chacun. Il y a des gens qui se limitent pas à se dire bon, mais j'ai toujours vécu à tel endroit. C'est pas un frein de partir ailleurs. C'est simplement une nouvelle vie. C'est un état d'esprit également. J'avais la facilité de ne pas être et de ne plus être en couple, mais aussi le fait voilà, j'ai psychologiquement et dans ma vision de la vie, on se limite pas à un endroit, même si on l'aime. Mais il y a d'autres choses à voir, il y a d'autres choses à faire. Et voilà, tout est intéressant dans la vie et voilà, c'est un état d'esprit. Si je dois résumer, voilà, si on veut aller jusqu'au bout de ce que l'on veut, il faut une détermination. Il faut pas se limiter au point de vue géographique. Et puis c'est pas la fin de la vie, c'est le début d'une autre vie et qui peut être tout aussi enrichissante que l'ancienne. Bien, merci pour cette conclusion. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. On verra si on a le temps à la fin du webinaire d'y revenir. On va passer, si vous le voulez bien,
à la deuxième partie que je vous avais annoncée. Donc là, on va parler plutôt des moyens, les moyens pour accompagner les projets de mobilité professionnelle des seniors. Et donc, on va avoir une double intervention de Gérald Maury et de Brigitte Ortolo pour quelques rappels et puis quelques éléments. Oui, c'est sans doute des éléments de rappel, mais ça nous semblait important de parler du conseil en évolution professionnelle, non pas comme un dispositif, mais comme un service, parce que c'est une délégation de service public. Pourquoi faire ce rappel? Là, ce que je viens d'entendre Sylvie et ce que Sylvie évoque, c'est quand il y a des questionnements qui se posent, la principale question, c'est où se diriger. Où se diriger en matière de conseil, où se diriger en matière de formation, où se diriger en matière de mise en relation avec des professionnels pour continuer d'évoluer ou se reconvertir, voire se maintenir en emploi dans certaines situations. Et suite à la loi de 2014, le service de conseil en évolution professionnelle a été institué progressivement avec 5 opérateurs, avec des modifications suite à la loi de 2018 qui a amené de nouveaux opérateurs régionaux pour les actifs occupés, les salariés de droit commun et les salariés de droit privé et indépendants. Et le service du conseil en évolution professionnelle a été pensé par les pouvoirs publics comme la clé d'entrée pour l'ensemble des actifs français. C'est important de le dire parce que une des problématiques, sans doute, en France, dans cet écosystème qui est toujours un peu complexe pour le public, c'est la pluralité des acteurs, la diversité des acteurs, des dispositifs et la méconnaissance des droits individuels. Et on ne peut pas ne pas rappeler le service du conseil en évolution professionnelle dans ce webinaire parce que il est important que le public et à travers les professionnels de l'écosystème connaissent ces droits pour pouvoir les mobiliser. Alors le service Mon Conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Il a été pensé comme un processus d'appui à l'ensemble des salariés indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, être accompagné dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie visant l'évolution professionnelle au sens large. C'est une délégation de service public avec les caractéristiques du service public en termes de gratuité d'accès pour le public, en termes de confidentialité au regard de ce qui est exprimé par la personne, de neutralité vis-à-vis de l'offre de formation, l'offre de certification et l'entreprise, pensé comme un droit accessible sur le plan géographique, temporel, culturel, intellectuel et impartial, donc une véritable mission de service public. Ce service, il est encadré par un cahier des charges qui a été revu en 2019 et qui amène des précisions sur l'offre de service pour l'ensemble des acteurs, puisqu'il y a 5 types d'acteurs qui agissent sur le conseil en évolution professionnelle, le réseau APEC pour le public cadre, France Travail pour le public demandeur d'emploi, les missions locales pour les actifs sortis du système scolaire âgés de moins de 26 ans, le réseau Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Et depuis janvier 2020 et de nouveau depuis janvier 2024 sous le vocable et sous la marque nationale Avenir Actif pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Quel que soit le statut, quel que soit l'âge, quel que soit le secteur d'activité ou le niveau de qualification du public, sachant que le réseau Avenir Actif accompagne également les salariés en arrêt de travail et les personnes en arrêt maladie qui ne sont plus inscrits ou ne sont plus inscrits à France Travail ou plus salariés. Donc c'est un droit individuel qui est rattaché à la personne. Alors quand j'évoque les opérateurs qui accompagne des publics sous l'angle statutaire, il est quand même à rappeler que en réalité, tous ces opérateurs peuvent accompagner tous les publics. Quand on parle de France Travail dans les textes peuvent accompagner aussi les publics salariés, mais évidemment pour des raisons aussi de lisibilité, il y a des opérateurs qui sont plus
plus à même de travailler auprès de tel ou tel statut et d'actifs en France. Le conseiller en évolution professionnelle, pourquoi faire? On vise une stratégie à l'évolution professionnelle. Derrière ce terme, en réalité, le service est là pour accompagner les publics qui, dans un objectif qui peut être de l'ordre de l'information sur les opportunités existantes, sur le marché de l'emploi ou l'offre de formation existante sur les territoires, pour travailler sur la question de la formation et de l'appui formatif au regard des différentes possibilités de droit commun ou droit spécifique. Nous accompagnons bien sûr les personnes qui s'interrogent sur des changements de métier, de secteur d'activité, de reconversion, qui souhaitent également évoluer en tant qu'indépendant ou en tout cas qui s'interrogent sur la reprise d'activité ou la création d'activité, qui s'interrogent aussi sur leur recherche d'emploi. On a tendance à penser que le conseil en évolution professionnelle est centré sur la question de la stratégie en matière de conseil de carrière ou en matière d'orientation, mais c'est un service qui, bien sûr, accompagne les publics aussi dans la recherche d'emploi. D'où la connaissance que doit maîtriser le conseiller et la conseillère en évolution professionnelle sur le marché, sur les besoins économiques des territoires, mais au-delà aussi de ces objectifs très opérationnels, le service, mon conseil en évolution professionnelle, est là pour permettre à l'autre d'exprimer dans un endroit neutre sa propre situation professionnelle, pour faire le point tout simplement aussi sur sa situation. Et dernier objectif qui est pas neutre, c'est que cela permet finalement aux salariés d'avoir un pouvoir d'action plus important, un pouvoir d'expression plus important auprès de son employeur quant à sa propre situation professionnelle et ses propres souhaits ou difficultés rencontrées. Et finalement, ce service qui s'adresse à des individus a aussi pour effet d'améliorer d'une certaine manière le dialogue social, sans doute en entreprise. Quand je vous disais excusez-moi Gérald, on a pris un petit peu de retard. Il va falloir je vais aller très vite. Passer vite, ouais. Sachant Okay. donc, je le rappelle pour les participants, le support vous sera envoyé, donc les informations écrites, vous les aurez. Ok. Donc le cahier des charges du CEP amène deux niveaux de service. Un premier niveau de service, un premier niveau de conseil, qui a pour objectif d'identifier les besoins, de définir des objectifs professionnels ou de délivrer des informations au regard du besoin de la personne. Ça peut s'arrêter là, ça peut être un entretien et seulement un entretien. Et sur initiative de la personne peut souhaiter poursuivre son accompagnement avec une conseillère, un conseiller en évolution professionnelle, dans un objectif, encore une fois, de mettre en place une stratégie relative à son rapport au travail, à sa situation et son souhait d'évolution professionnelle. Donc c'est sur initiative et c'est dans un processus itératif. Ça veut dire que la personne peut solliciter le service du conseil d'évolution professionnelle autant de fois dont elle ressent le besoin. En pratique, il y a des rendez-vous individuels, mais aussi des ressources en ligne dans un souci de modalités plurielles, des possibilités de mise en situation, des possibilités de mise en relation. Donc c'est un service qui permet des modalités diverses et qui s'adapte et qui est personnalisé au regard du besoin de la personne, qui choisit ses propres modalités d'accompagnement et son niveau de profondeur de service d'une certaine manière. Concernant Avenir Actif, pour le public salarié, encore une fois, de droit privé non cadre, il y a une porte d'entrée qui est une plateforme téléphonique. Vous avez les coordonnées sur l'écran, ou un site dédié, site national qui reprend l'ensemble des opérateurs du CEP et qui permet, en fonction du statut, d'être dirigé vers l'interlocuteur compétent et opportun. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vais passer peut-être la parole à Brigitte, qui aussi agit sur le conseil en évolution professionnelle pour les actifs demandeurs d'emploi. Tout à fait.
Merci Gérald. Donc effectivement, sur l'accompagnement projet, alors on va sur l'échelle en fait, puisque nous, notre public, vous l'avez bien compris, il est captif, contrairement à effectivement une personne qui ferait une démarche volontaire salariée d'aller faire un CEP chez l'opérateur approprié. Donc nous, dans les personnes inscrites, cela va des personnes qui sont autonomes, qui s'inscrivent mais qui sont autonomes dans leur recherche d'emploi, aux personnes qui ont besoin d'accompagnement plus. Donc on est vraiment sur une échelle très large et on a un panel de services adaptés effectivement aux besoins des demandeurs d'emploi, de l'autonomie au conseil en évolution professionnelle, et on a des services qui sont délivrés aussi bien en présentiel qu'en distanciel pour les personnes qui le distanciel auraient une préférence pour le distanciel, et on a également tous les services de l'Emploi Store que vous avez sans doute regardé, ou une bibliothèque de services importante. Et donc sur ce panel-là, on va de l'orientation, choix du métier, à trouver son emploi en passant par la formation s'il y a un besoin de développement de compétences ou d'acquisition d'un titre ou autre, préparation de la candidature, la recherche d'emploi en elle-même et la création d'entreprise, voire s'ouvrir à l'international. Donc ces services, ils sont pas réservés à un certain public, ils sont ouverts à tous, y compris donc aux seniors. On n'a pas aujourd'hui une offre de services spécifique seniors. Les seniors ont accès au CEP comme n'importe quel public et ont accès aux prestations et autres comme tous les publics. Il est dit dans le code de France Travail qu'il y aura peut-être une prestation spécifique à destination des seniors, mais en tout cas, on n'a pas une offre de service dédiée à un public. On a une offre de service dédiée en fonction de ce dont la personne a besoin et de ce qu'elle souhaite travailler. Ça, c'est important. Enfin, voilà, aujourd'hui, si on prend par exemple l'APEC, ils vont avoir une offre de service spécifique pour les seniors. Aujourd'hui, chez nous, c'est pas le cas, c'est les services. Donc vous connaissez sans doute, on retrouve donc notre échelle de l'orientation à la création d'entreprise ou internationale, et l'offre de service va se découper en des actions ponctuelles avec un besoin de renforcement de compétences, de développement d'autonomie, donc par le biais entre autres des ateliers, et puis toutes les prestations dites d'accompagnement. Si je ne vais pas rentrer bien sûr dans le détail de notre offre de service, ça ferait l'objet d'un webinaire autre, je pense, mais c'est juste pour vous donner une idée. En Nouvelle-Aquitaine, 28% des personnes qui intègrent des dispositifs de recherche d'emploi, d'orientation ou autre, c'est 28%, un peu plus qu'au niveau national, mais encore une fois, on fait partie des régions où la part des seniors est importante. Et je vous ai parlé des freins à la recherche d'emploi, des freins périphériques sur la santé, la mobilité, l'exclusion numérique. Et là, on a des prestations vraiment liées à ces difficultés-là. Donc, il y a la prestation Parcours Emploi Santé, qui est une prestation qui est faite pour des personnes qui déclarent que la santé aujourd'hui est un frein dans la recherche d'emploi. Je ne parle pas bien sûr des personnes qui sont en situation de handicap et pour qui ces difficultés de santé ont déjà été prises en compte, mais bien des personnes qui disent aujourd'hui, moi j'ai des difficultés, mais ma santé ne me permet pas de. Le Parcours Emploi Santé est une prestation individuelle et qui va travailler autour des problématiques de santé et, comme son nom l'indique, Parcours Emploi Santé avec la prise en compte aussi de l'emploi. Vous voyez, 50% des personnes qui intègrent cette prestation sont des seniors de plus de 50 ans. L'accompagnement mobilité, donc là pour lever les freins liés à la mobilité géographique, quel que soit le frein, que ça soit cognitif, psychologique, la peur des transports ou autre, et puis tout ce qui est financier, pas de voiture, pas possibilité de réparer la voiture, réfléchir autour de la problématique liée à la mobilité, c'est 21% donc des personnes qui intègrent cette prestation, également individuelle et sur une durée de 3 mois. L'exclusion numérique, vous savez que le numérique, c'est également un chantier important, y compris gouvernemental. Donc, on a des éléments pour travailler autour du numérique. La clé d'entrée, le test PIX, qui est un test en ligne que l'on peut proposer
à toutes les personnes pour qui éventuellement on voudrait avoir un peu une idée du niveau, ce qui va permettre aussi de réfléchir si derrière il y a une prestation et que c'est plutôt en dématérialisé ou une formation, puisqu'il y a beaucoup aussi de FOAD, etc. Est-ce que la personne est en capacité aujourd'hui de suivre ces formations dématérialisées et puis tout simplement développer l'autonomie numérique. Donc ce test qui a une durée de 15 à 20 questions, qui balaie tout l'aspect numérique. Ça va aussi bien, est-ce que je connais le matériel, est-ce que je connais des logiciels, est-ce que je connais les bonnes règles d'usage, la sécurité qui est à l'ordre du jour, informatique, etc. Et qui permet de restituer un pourcentage de réussite. Et pour les personnes qui auraient un score inférieur à 50%, ce sont plutôt des personnes qui sont en difficulté numérique. Entre 50 et 80%, ce sont des personnes qui ont une bonne connaissance, qui savent se débrouiller. On serait peut-être éventuellement sur le développement de certains éléments de compétences. Et pour les personnes qui ont un résultat supérieur à 80%, là, on est sur des personnes totalement à l'aise sur le numérique. Vous pouvez voir là, dans le petit tableau de droite que la part des seniors diminue en fonction de la réussite au test. Quand on est à moins de 50%, c'est-à-dire que quand on est en situation presque d'exclusion numérique, la part des seniors est la plus importante, c'est la part jaune. Et entre 50 et 80, la part des seniors diminue et plus de 80% de réussite, donc des personnes totalement à l'aise, la part des seniors est encore plus faible. Donc un travail effectivement à mener sur ce champ-là, entre autres, et une offre de services associés qui va de la formation avec des parcours HSP avec la région ou des certifications clés à numérique et les ateliers, notre panel d'ateliers en lien avec le numérique. Je pense aux trois ateliers liés avec le numérique, la découverte des services de Pôle emploi, échanger avec son conseiller, etc. Et puis, il existe aussi un atelier, donc valoriser mon profil sur les réseaux sociaux. Donc voilà, un panel en tout cas de propositions à utiliser ou à extraire en autonomie, au conseil en évolution professionnelle où on va travailler avec la personne en fonction de ses besoins d'appui, d'accompagnement dont elle a besoin. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de développer ces trois en lien avec les freins. Je vous ai mis quelques éléments sur la formation des seniors. Les chiffres ici, c'est les formations qui ont été financées en 2023, des financements France Travail, Pôle emploi à l'époque, France Travail uniquement, donc ce n'est pas l'ensemble des formations entre régions, etc. Les entrées en formation financées, encore une fois, par France Travail, en 2023, représentaient 17% pour les seniors. Un peu plus de 5500 demandeurs d'emploi ont intégré. Ce qui est intéressant de voir, puisque ça fait partie aussi certainement des orientations France Travail, en tout cas qui ont été données par Monsieur Bazin, notre directeur général adjoint, sur le maintien en emploi ou les formations en lien avec le travail. Et on peut voir que l'AFPR ou la POE sont des dispositifs qui sont mobilisés pour les seniors dans une part non négligeable. Les 4 formations plébiscitées en 2023, ou en tout cas dans lesquelles ont intégré les personnes financées là, c'est l'industrie, transport logistique tout d'abord, et vous voyez qu'on retrouve bien sûr dans les plus de 50 ans, puisque c'est l'objet, mais également des plus de 55 ans et des plus de 60 ans, enfin, dont plus de 55 ans, dont plus de 60 ans. Donc, l'industrie, en 2, tout ce qui est gestion des organisations, donc management, RH. En 3, top 3, c'est le développement des compétences. On va retrouver là les formateurs, l'ingénierie de formation, donc des seniors avec une longue expérience et qui veulent transmettre leur savoir et travailler en tant que formateur ou autour de la formation, de la construction de formation. Et en 4, la santé, le social et la sécurité.
Voilà, 2024, on voit là dans les plus de 50 ans, on est à 9, 10, 11, pareil, à peu près à 17% des seniors sur des intégrations prévisibles de formation sur le premier trimestre. On va être obligé de passer très vite, Brigitte, là-dessus, parce qu'il est déjà midi. Alors, ça va être la transition du coup avec avec Madame Cousin qui intervient derrière. Je voulais juste là, très très vite, parler qu'il existe des possibilités pour les agences, pour le local, de venir en complément de l'offre de service national. Il y a des manques dans la raquette et il y a des budgets spécifiques pour construire des actions locales en fonction des besoins. Vous voyez sur la carte, je vous ai mis quelques actions qui ont été créées spécifiquement, encore une fois, pour les seniors. Et dans le contenu pour les seniors, on retrouve principalement tout ce qui relève de la confiance en soi, de l'estime en soi, de la redynamisation, de la remobilisation et tout ce qui est en lien avec les métiers porteurs, créer son activité, etc. et des publics particuliers, les femmes seniors, les cadres seniors, tout ça avec des méthodologies généralement un peu différentes des prestations nationales. Ça va passer par le mentorat inversé, un jeune et un senior, par le sport, par tout ce qui est artistique, théâtre, clown, etc. Enfin voilà, des manières un peu différentes d'accompagner ce type de public. Et l'INFA, je ne sais pas si tu veux présenter Anne ou si tu veux que je fasse le lien. Non, je vais vous laisser faire effectivement pour passer donc au deuxième témoignage. Merci beaucoup. D'accord, alors je vais laisser pour le coup la parole à Madame Cousin qui se présentera, mais voilà, l'INFA qui est un organisme situé à Anglet, au Pays Basque, a mis en œuvre une de ses prestations spécifiques dans le cadre très particulier du challenge DELD dont vous avez peut-être entendu parler. Et dans le cadre de ce challenge, cette prestation était particulièrement destinée à des seniors en situation de chômage longue durée. Amélie, si vous souhaitez vous présenter l'action. Oui, merci. Donc, je suis Amélie Cousin, je suis la directrice de la Fondation INFA sur le territoire du 64 et du 40. Voilà. Nous avons été missionnés par France Travail pour mettre en œuvre une prestation spécifique aux demandeurs d'emploi longue durée seniors. Cette action, donc, elle est menée depuis novembre 2022 sur le territoire du Pays Basque. Il s'agit d'un accompagnement qui dure à peu près 2 mois pour un groupe de 10 à 15 demandeurs d'emploi longue durée seniors qui sont dans une dynamique de recherche d'emploi, mais qui ont des situations, on va dire, très, très variées et qui souhaitent redonner une dynamique à leur recherche. Il s'avère qu'à l'INFA, nous avons mis en place depuis quelques années maintenant une formation dédiée à la création d'une web radio. Et donc, cette formation a permis la création d'une web radio dédiée à l'insertion professionnelle que France Travail avait particulièrement remarqué. Et cela nous a donné l'idée de co-construire ce dispositif pour proposer un moyen un petit peu différent, un petit peu singulier d'accompagner ces demandeurs d'emploi seniors à l'aide de l'outil numérique, la web radio. Alors, donc l'idée, c'est que nous avons accompagné, le dispositif va prendre fin en mars 2024, à la fin du mois. Nous avons accompagné 17 groupes et à chaque fois, l'idée, c'était de remettre un pied à l'étrier aux demandeurs d'emploi, mais dans le concret. C'est-à-dire que nous avions des référents professionnels en charge d'accompagner ces demandeurs d'emploi. Nous avons sélectionné à chaque fois un parrain ou une marraine issue d'une entreprise locale, particulièrement sensibilisés aux questions du recrutement de seniors ou des secteurs en tension qui justement
ont engagé des démarches pour aller un petit peu plus vers les seniors. L'idée, c'était d'aller aussi, de permettre aux demandeurs d'emploi qui se sentent parfois un peu isolés dans leur recherche d'emploi, de remettre un pied dans l'entreprise. Donc, on a organisé des visites directement en entreprise, dans des secteurs parfois très variés ou un peu éloignés du secteur d'origine des demandeurs d'emploi, mais justement pour essayer d'éveiller un peu de curiosité, de provoquer des rencontres qui ne sont pas toujours possibles. Et évidemment de mener un accompagnement différent, donc qui alternait des temps individuels, des temps collectifs, des dispositifs basés sur le théâtre, sur l'improvisation, sur la prise de parole en public, pour essayer de redonner le plus confiance possible aux demandeurs d'emploi dans leur recherche. Donc, il s'avère ce qui était intéressant dans cette action, c'était effectivement le panel complet, c'est-à-dire qu'on a l'entreprise qui est présente, vraiment ce lien avec le tissu économique, et quand je dis présente, effectivement, qui s'investit en plus, marraine, puisque dans tout ce travail sur les seniors, on parle du senior bien sûr, mais c'est l'entreprise, le recruteur, et c'est comment on amène aussi l'entreprise à évoluer ou réfléchir en tout cas sur l'emploi, le maintien, etc. des seniors. Avec le recul que vous avez, puisque ça fait plus d'1 an que c'est mis en œuvre, cette action, est-ce que vous avez repéré finalement des problématiques qui reviennent un peu de manière récurrente pour les demandeurs d'emploi seniors que vous avez suivis, problématiques par rapport à leur recherche d'emploi? Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a, au fur et à mesure des groupes, on s'est aperçu que le sentiment d'isolement dans sa recherche d'emploi était vraiment la problématique la plus forte. C'est-à-dire que les demandeurs d'emploi avaient perdu confiance, avaient un sentiment un peu de honte et d'avoir le besoin de cacher un peu cette situation. Et donc, du coup, plus ils s'isolaient, plus ils se mettaient en repli, et moins la recherche d'emploi était efficace. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui rassemblait les demandeurs d'emploi. Évidemment, beaucoup de personnes nous ont fait le retour que la barrière de l'âge leur était régulièrement renvoyée par les recruteurs eux-mêmes. Donc voilà, forcément, c'était quelque chose sur lequel il fallait travailler de part et d'autre. Nous avions une forte proportion de personnes en mobilité géographique, c'est-à-dire qui avaient décidé, beaucoup après le Covid, de revenir dans la région natale, de revenir aux racines, et donc de se retrouver dans une situation où ils n'étaient plus du tout au courant du réseau local, du tissu local, de comment ça se passait une recherche du coup d'emploi dans le Pays Basque, quelles étaient les spécificités. Donc voilà, et ça nécessitait le fait de réinterroger le projet, parce que des personnes qui ont vécu à l'international ou même en région parisienne se retrouvent du coup face à une réalité de devoir un petit peu modifier ou ajuster son projet professionnel. Et puis une dernière problématique, il y a eu beaucoup aussi d'accidents de parcours, des personnes qui ont dû renoncer à leur poste suite à un accident du travail, suite à des situations de burn-out. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de les remobiliser et de faire en sorte qu'ils retrouvent une confiance. Au niveau des entreprises, toujours avec le recul, vous avez eu des entreprises marraines, vous faisiez des visites d'entreprise. Est-ce que cette question de l'emploi des seniors était quelque chose qu'ils devançaient, ou avaient en vue, ou pas du tout? Alors, on a eu un petit peu des deux. C'est vrai que on a tout d'abord sollicité des entreprises qui étaient très sensibilisées sur cette question-là. Donc forcément, le discours était plutôt rassurant envers les demandeurs d'emploi, sur le fait qu'elles avaient déjà fait un chemin et que les a priori étaient déjà tombés. Voilà. Nous avons également sollicité des entreprises qui n'étaient pas forcément
déjà dans cette réflexion-là, mais que en fait que ça a aidé aussi à faire un chemin. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est de retrouver le lien entre seniors et entreprise. C'est-à-dire que à la fois les demandeurs d'emploi seniors en tout cas ceux qu'on a rencontrés, se sont mis un peu en position de retrait en ayant des a priori très forts que de toute façon les entreprises ne voudraient pas d'elles. Et les entreprises ont parfois des préjugés qu'elles ont du mal à faire tomber. Parce que, oui, un senior potentiellement est proche de la retraite, donc ne va peut-être pas rester très longtemps dans l'entreprise. Et petit à petit, en fait, à la fois la réforme qui nécessite de travailler un petit peu plus longtemps, fait évoluer un petit peu les mentalités. Mais néanmoins, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, je crois que c'est Sylvie, les jeunes aujourd'hui s'ils n'ont pas envie, en fait, ils n'ont aucun souci à quitter un CDI très rapidement et à partir du jour au lendemain, alors qu'un senior qui peut-être sera en CDD ou même en CDI, en fait, sera dans une stabilité beaucoup plus forte. Donc, en fait, il y a vraiment ce chemin de part et d'autre à effectuer pour que la confiance se regagne des deux côtés. Et en tout cas, nous, on a insisté fortement sur le fait d'aller en entreprise. Et donc, chaque groupe va visiter une nouvelle entreprise et nous invitons les groupes précédents à venir aussi rencontrer. Et grâce à ces rencontres, nous avons vraiment provoqué des situations un peu de job dating sans le vouloir, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui se sont vues proposer des missions à la suite de ces visites, qui n'étaient finalement qu'une visite informative de prime abord. Bon, je crois que c'est vrai que au niveau de temps, Philippe, on va te laisser. Mais voilà, ce qui était intéressant, c'était la prise en compte de tout. Ça, il y aura peut-être l'occasion. Et puis cette web radio au milieu qui vient décentrer finalement. On vient parler de l'emploi des seniors, mais moi, en tant que senior, je viens choisir aussi de quoi on va parler. Donc, ça décentre aussi. Enfin, voilà, tout était un peu... En fait, je conclurai très rapidement en disant que effectivement, chaque groupe était amené à créer 4 podcasts audio et vidéo sur la problématique de l'emploi des seniors. Donc, ils ont mis en avant eux-mêmes. En fait, nous, on était uniquement le support technique et eux étaient les personnes interviewées, les personnes qui étaient à l'initiative de ces podcasts. Et donc, je pense que ça contribue à faire évoluer la réflexion tant vers les entreprises que vers les autres demandeurs d'emploi. Et c'est une web radio qui est créée par des demandeurs d'emploi pour des demandeurs d'emploi. Donc, ça crée pour des personnes qui n'ont pas suivi le dispositif une forme de soutien en parallèle et pour essayer justement de garder courage et foi dans sa recherche d'emploi. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une toute petite question à laquelle vous allez répondre très rapidement, s'il vous plaît. C'est juste par rapport aux difficultés de santé dont vous avez parlé. On nous demande s'il y a eu des liens avec la médecine du travail ou des chargés de mission handicap en entreprise. Alors, oui, quand les personnes, en tout cas les personnes auxquelles je repense, elles étaient déjà prises en charge avant d'arriver dans le dispositif. Néanmoins, j'ai le souvenir d'une personne en particulier qui nécessitait un accompagnement plus approfondi et ça s'est vraiment révélé pendant l'accompagnement. Ça n'avait pas émergé en fait avant dans l'ensemble du suivi qui avait pu être fait. Et c'est vrai qu'on a vocation à faire le lien avec France Travail, avec les chargés de mission, avec des personnes vraiment sensibilisées sur ces questions-là pour ne pas laisser les personnes sans solution à la suite. Voilà. Très bien. Bon, merci encore. On va passer donc tout de suite à la dernière intervention donc, de Philippe Bernot. Concernant les nouveaux dispositifs. Et je prends la parole tout de suite, et puis je vais essayer de faire ça en 5 minutes avant que tout le monde se déconnecte, parce que je vois que les gens commencent à se déconnecter. Alors, moi je suis responsable de service chez Transition Pro, et donc parmi les activités, j'analyse les dispositifs qui sont à notre main. Alors, je vais justement faire un zoom, parce qu'on a donné beaucoup de chiffres, mais un zoom sur les salariés en Nouvelle-Aquitaine,
voilà, qu'on a pu accompagner sur le financement ces dernières années. Sur le projet de transition professionnelle, sur les seniors en Nouvelle-Aquitaine en 2023, ce qu'on voit d'abord, c'est qu'il y a une part de plus en plus importante des seniors de plus de 50 ans. En 2023, c'est 14% des demandes et c'est plus que les années précédentes. Après, c'est vrai, et ça on l'a vu déjà avec ce que nous a dit Brigitte tout à l'heure, c'est que c'est souvent quand même aussi une nécessité, puisqu'on voit qu'il y a donc un quart des demandeurs ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, ce qui est beaucoup plus important que sur la population générale. On est à 10% environ, on va dire, des personnes qui nous sollicitent. Donc c'est un pourcentage important. Ceci étant dit, c'est pas que de la reconversion forcée, et on l'a vu avec le projet de Sylvie, c'est vraiment donc, une reconversion choisie. D'ailleurs, ça me permet de répondre aussi à la question de Mme Pierrel qui avait dans le chat. Alors oui, c'est vrai que le CAP de bijouterie joaillerie, c'est pas forcément le premier type de projet qu'on va financer. Ceci étant dit, Madame Laville avait d'autres caractéristiques, notamment le fait qu'elle soit senior, qui mettait en avant aussi son projet, au-delà de la détermination qu'elle a su démontrer dans son dossier, puisque donc déjà à l'époque quand on était FONGECIF, on sait que plus on avance en âge et plus ça va être difficile de se reconvertir. Donc c'est vrai que ces publics-là ont toujours été prioritaires chez nous. Et des reconversions choisies. Alors on a, vous voyez, des métiers aussi qui sont pas forcément faciles. Être-soignant chez les seniors, c'est une des premières formations qu'on va financer. Et puis on va retrouver ce que disait Brigitte, voilà, des reconversions vers le métier de formateur, chauffeur de bus aussi. Alors ça, c'est souvent pour concilier vie privée et puis emploi. Voilà, puisque ce sont souvent des emplois à temps partiel. Voilà, donc je voulais faire juste un petit zoom sur on a le dispositif d'émission reconversion où là aussi on a des caractéristiques, c'est qu'on a une proportion quand même intéressante des plus de 50 ans chez les personnes qui veulent créer une entreprise, créer ou reprendre une entreprise sans se former, et c'est une personne sur 10. Voilà, donc il y a plus de 50 ans, et ça c'est sur les années 2022 et 2023, sur les 4500 demandes qu'on a eues sur ces 2 années. Alors, je voulais juste, donc c'est du teasing en fait que je vais faire dans les 2 dernières minutes sur, donc vous connaissez le projet de transition professionnelle qui a remplacé le congé individuel de formation. Voilà, donc il y a deux nouveaux dispositifs ou deux nouvelles modalités, j'ai envie de dire plutôt, du projet de transition professionnelle qui sont en train d'entrer en vigueur. Alors je dis sont en train parce qu'en fait on attend encore tous les décrets ne sont pas sortis. C'est du teasing, donc d'une part parce que c'est pas encore complètement opérationnel. J'ai pas de date à vous donner précise pour vous dire quand ça va être opérationnel. Au sein de notre réseau, on dit que ça devrait être le mois d'avril, mais on n'a pas de date précise. Donc revenez vers nous au mois d'avril ou allez voir sur notre site, puisqu'évidemment, dès que ça sera opérationnel, on donnera le mode opératoire pour mettre en place ces 2 modalités du projet de transition professionnelle. Alors, on parle de quoi ici? On parle de mesures donc pour les personnes qui sont exposées à des risques professionnels. Et donc, il y a 2 types, il y a 2 nouveaux dispositifs, on va dire. Il y en a un qui est pour les personnes qui ont un compte professionnel de prévention. Donc, vous savez qu'au-delà du CPF, à l'intérieur du CPF, il y a certains salariés sur certains métiers qui ont un compte professionnel de prévention. Donc qui s'alimente en points, et chaque point vaut de l'argent. Un point, ça vaut 500 €. Donc c'est vrai que quand on commence à en avoir pas mal, ça peut être intéressant pour financer une formation. Et ce compte professionnel de prévention, la particularité, donc, c'est qu'il associé au projet de transition professionnelle, il va pouvoir venir financer donc des actions de formation. Ici, par action de formation, ça comprend également du bilan de compétences et de la VAE. Voilà. Et puis, évidemment, une formation pour se reconvertir avec l'objectif final d'être sur un emploi moins exposé. Donc ça, c'est la première modalité de ce nouveau dispositif associé donc
au C2P. Une des particularités aussi, c'est que le CEP, l'accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle, va être obligatoire. Hein. Et après, on est sur les mêmes principes que le projet de transition professionnelle. Donc, c'est financement de la formation et également, évidemment, du maintien du salaire. Bon, ça, je ne vais pas détailler cela, mais vous l'aurez, je l'ai mis dans le diaporama, puisque comme il va vous être envoyé, vous pourrez voir aussi tous les facteurs qui sont considérés pour alimenter le C2P. Mais je ne vais pas revenir dessus. Et donc, la deuxième modalité également associée au risque professionnel, c'est pour les personnes justement qui n'ont pas de compte donc de prévention, mais qui pour autant sont quand même soumis à des risques d'usure professionnelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on entend par c'est quoi les risques? Il y a 3 types, hein, donc c'est les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. Donc le suivi CEP là, il n'est pas obligatoire, mais évidemment il est fortement recommandé. Et le principe, ça va être de nouveau de financer une action de formation et de maintenir le salaire, avec la particularité sur ce dispositif-là que l'employeur va devoir contribuer au financement minimum, donc à hauteur de minimum de 5%. Alors pour ces 2 dispositifs, et je finirai là-dessus, le réseau des transitions pro va recevoir des dotations en plus hein, sur ce deuxième dispositif, pour les personnes qui n'ont pas de compte de prévention, c'est 40 millions d'euros en plus pour nous permettre de les financer. Et sur le C2P, on va avoir 3 millions d'euros, mais sur le C2P, donc on va avoir d'une part l'argent que les personnes ont sur leur compte, et puis qu'on va venir nous alimenter avec notre dotation à nous. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails puisqu'il est déjà 12h37. Et voilà, donc c'était encore une fois, hein, c'était juste du teasing. Et je vous invite à revenir sur notre site donc au mois d'avril pour voir quand est-ce que ça sera véritablement opérationnel. Et donc ce sont des moyens, des dispositifs qui vont pouvoir venir soutenir aussi la reconversion des publics seniors de plus de 50 ans. Merci. Merci beaucoup pour cette dernière intervention qui a été rondement menée. Bon, on est désolé pour le timing qui a été un petit peu dépassé. Ça prouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Sachez que dans le programme Parcours Pro actuel, nous avons 2 actions de formation qui traitent de la thématique des seniors. Donc, je vous les indiquerai dans le mail que je vais vous envoyer à la suite du webinaire. Et puis, sachez aussi que dans le programme Parcours Pro, on organise tout au long de l'année d'autres webinaires sur d'autres thématiques. Et pourquoi pas un autre webinaire sur cette thématique-là s'il y a des besoins. Donc, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Je vous ai mis le lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à y répondre ou à nous faire remonter des besoins par d'autres biais. On sera toujours intéressé de vos retours. Voilà, un grand merci aux intervenants, aux participants et en espérant vous retrouver tous très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.